Et on va enchaîner avec la table ronde sur l'impact des transitions énergétiques sur les formations et les compétences. Parce que bien sûr, on l'a vu, il y a des besoins en termes de métiers, il y a des nouveaux métiers qui arrivent, il y a des métiers qui doivent évoluer. Qu'est-ce qu'on met en place en termes de formation? J'appelle Djamila Kouati, conseillère en formation professionnelle et animatrice du domaine BTP pour le Greta 93, Amélie Le Floch, directrice adjointe à la réussite des élèves au pôle lycée de la région Île-de-France, Jacques Arbeau, qui est un régional de l'étape, qui est enseignant au lycée Maximilien Perret en génie climatique et fluidique, et Jean-Philippe Bichot, chargé de coordination nationale pour la FIBAT et pour l'éducation nationale, et inspecteur aussi STI, sciences et techniques industrielles. Excusez-moi, j'étais un petit peu distrait par ces mouvements de foule. On y va, on va enchaîner. Si vous voulez de l'eau, il y a des bouteilles, si vous avez très soif, on en profite. Le temps que ces quelques personnes nous quittent. On a parlé depuis ce matin de la vision que les jeunes avaient D'accord, que la vision que les jeunes avaient de leur premier emploi, de ce qu'ils attendaient dans le monde de l'entreprise. On a parlé aussi des besoins en termes de formation, de compétences liées à un contexte climatique, économique, environnemental, technique aussi. Tout cela doit forcément passer par une case qui est la case formation, et on va en parler maintenant, et la formation elle est multiple. Vous préférez vous mettre là-bas? Ça marche, pas de souci. Je vais me rapprocher de vous, du coup, Jacques Arbeau, et on va on va faire un petit état des lieux, un petit tour de table. Je vais vous laisser vous présenter, comme ça sera peut-être plus simple. Djamila Kouati, vous travaillez pour le Greta. Comment vous intervenez, vous, dans ce champ de la formation et des compétences, en 2 mots, et après on reviendra sur le détail de cette table ronde. Bonjour, Djamila Kouati, donc je suis conseillère en formation professionnelle dans le réseau des Greta, en charge de la filière énergétique en développement. Donc je développe avec les équipes pédagogiques des formations sur la filière dite énergétique génie climatique. Et par ailleurs, j'ai une fonction d'animation du domaine BTP académique. Donc avec une dizaine de conseillers, on est en position de répondre à des appels d'offres, à des demandes clients, et aussi à une réflexion sur toute la veille technologique. Et vous intervenez sur quel type de public? Et rapprochez votre micro, ça sera plus... Donc des publics en reconversion, salariés en reconversion, des demandeurs d'emploi, et aussi des salariés, notamment des demandes individuelles ou salariés de collectivités. Voilà, pour l'essentiel. Jean-Philippe Bichot, vous intervenez sur 2 champs, notamment pour la FIBAT, c'est ça? Oui, voilà, je m'occupe du programme de formation FIBAT, qui veut dire formation aux économies d'énergie dans le bâtiment. Alors c'est un programme de formation qui s'adresse aux enseignants et aux formateurs de CFA, et indirectement aux élèves et aux apprentis dans les lycées et les CFA. En gros, de nouveaux besoins, de nouvelles connaissances, et pour les transmettre, il faut aussi que les formateurs soient aussi formés à de nouveaux outils et à ces nouvelles connaissances. Tout à fait, on vient de le voir dans les ateliers précédents, que la transition énergétique était un formidable levier de transformation des métiers et implicitement des formations. Aujourd'hui, il faut que le système éducatif s'adapte à cette transformation qui touche nos enseignements, nos formations, nos jeunes. Et notre objectif, c'est de former aujourd'hui, de monter en compétences 15 000 enseignants et formateurs sur tout le territoire de l'éducation nationale. Et le programme FIBAT, c'est certainement le programme de formation le plus ambitieux, le plus vaste, le plus important qu'a jamais porté l'éducation nationale, avec les acteurs du privé, les entreprises telles que l'ADEME, EDF, la CAPEB, la FFB. Voilà. Il y a un contexte, et ce contexte, on doit aussi l'analyser par le prisme des besoins et des lieux et des bassins. Et je sais que ça fait partie aussi de votre façon de fonctionner, Amélie Le Floch, par rapport à ces impacts qu'il va falloir accompagner. Je vous laisse vous présenter. Oui, complètement. Donc moi, je suis Amélie Le Floch, je suis l'adjointe du directeur de la réussite des élèves au pôle lycée de la région Île-de-France.
Pour faire très rapide, la région Île-de-France est propriétaire des lycées. Elle en est aussi gestionnaire. Elle équipe les établissements lorsqu'il y a des besoins, notamment donc dans la formation professionnelle. En Île-de-France, il y a 470 lycées publics. Notre patrimoine immobilier représente environ 6,5 millions de mètres carrés. Et là, mise en abîme, un peu comme la collègue de l'UPEC tout à l'heure, nous devons rénover ce patrimoine également. Et donc, nous avons des besoins en compétences aussi en tant qu'employeur. Cela étant, j'interviendrai davantage sur le volet de la schématisation et des choix d'implantation de formation professionnelle dans les établissements, travail que nous menons évidemment conjointement avec la région académique et les académies pour adapter au mieux l'appareil de formation avec les besoins en compétences et en emploi sur le territoire. Jacques Arbeau, vous enseignez, vous, ici? Oui, comme vous le disiez, je suis le régional de l'étape. Voilà, et donc j'enseigne sur les BTS FED, et plus particulièrement, moi, sur l'option génie climatique fluidique. Alors, on est, nous, effectivement, très impactés par ces problématiques de transition énergétique, notamment dans notre savoir-faire et le savoir-faire que on doit faire passer nos étudiants. Je pense que pour eux, c'est une chance, hein, ils sont vraiment une étape charnière. Et on essaie de développer ces compétences. Alors je pourrais en parler un peu plus tard, peut-être plus précisément. On va tout de suite en parler, puisque ce qui est intéressant, c'est que effectivement, vous avez commencé à anticiper le mouvement avec certains, et vous vous êtes emparé de nouvelles techniques, de nouveaux. L'enseignement a évolué. Vous faites partie des. Quand on est en poste, on est un témoin des évolutions. Qu'est-ce qui a justement changé ces dernières années, et quels nouveaux outils vous utilisez déjà pour accompagner ces nouvelles connaissances qu'il faut diffuser dans le cadre des transitions énergétiques? Alors, pour rebondir un peu sur ce que disaient les précédents intervenants, nous, on arrive sur des bâtiments, notamment du neuf ou de la rénovation. Alors, on va parler plutôt de la rénovation. Et si on veut essayer de chiffrer les choses, on est obligé de faire ce qu'on appelle des maquettes numériques. Donc, les maquettes numériques, alors peut-être vous en avez entendu parler, c'est ce qu'on appelle le BIM. Et donc, depuis 5 ou 6 ans, au niveau de l'éducation nationale, enfin, en tout cas sur nos programmes à nous en BTS, on a ce qu'on a appelé BIMer les compétences. C'est-à-dire que tous les savoirs, en tout cas les compétences qui étaient autrefois faites de manière manuelle, hein. Moi aussi, j'ai commencé par le dessin 2D sur la table à dessin, même pas sur AutoCAD. Au début, c'était la table à dessin. Et maintenant, on n'utilise plus du tout ça. Et nos étudiants ne travaillent plus que sur des logiciels comme Revit ou équivalent. Et donc là, maintenant, la maquette numérique est devenue un outil complètement indispensable et faisant partie des choses qu'utilisent nos étudiants. Alors, ça peut poser des problèmes parce que le public que nous avons, nous, maintenant, dans les BTS, c'est des gens qui sont issus de Bac Pro. Alors, je ne fais aucune espèce de différence. C'est des jeunes très intelligents aussi, mais qui n'avaient pas des compétences, si vous voulez, scientifiques au départ. Et en fait, pour nous, c'est une chance, ces nouveaux outils, parce que, par contre, c'est des générations qui sont habituées à travailler avec les ordinateurs, qui n'ont plus aucune espèce de timidité par rapport à l'outil numérique. Et pour nous, ça a été vraiment une chance. Moi, je sais que là, ça fait 5-6 ans qu'on a bimé donc, ces compétences, et pour nous, c'est vraiment... On ne travaille plus que ce qu'on appelle, nous, la pédagogie par projet. C'est-à-dire qu'on les met vraiment en situation de travailler sur des projets réels. Là, notamment, depuis 2 ans, on met 30% de nos projets qui sont de la rénovation énergétique. Donc, on essaie de récupérer des maquettes numériques. Si on ne les a pas, on est obligé de les fabriquer aussi. Bon, ça, c'est un gros travail. Mais en tout cas, on les met dans une situation de ce qu'ils vont connaître très rapidement sur le monde du travail. Concrétisation, effectivement, des défis professionnels. Oui. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites, et ça fait écho à ce qu'on disait ce matin, une génération Z qui a toujours vécu avec le numérique et qui, malgré peut-être un parcours scolaire différent, va arriver et va se retrouver avec des outils qu'elle sait déjà appréhender. Amélie Le Floch, sur les besoins que les lycées, vous disiez, peuvent avoir en termes de formation, il faut gérer le quotidien et savoir comment le mieux harmoniser pour pouvoir permettre à des enseignants comme Jacques Arbeau d'avoir le nécessaire sous la main. Comment vous opérez dans ces choix, dans ces accompagnements, et notamment quels sont les axes qui se dessinent par rapport à ces nouveaux enjeux?
Non, mais pour accompagner les transitions et les évolutions des référentiels pédagogiques et donc des référentiels d'équipement et faire en sorte que le corps professoral maîtrise ces équipements qui sont très spécifiques, tout comme les collectivités, pour le coup là, la région, sont en capacité d'investir dans des équipements qui durent. C'est-à-dire que notre objectif, c'est évidemment de planifier nos investissements et on le fait évidemment conjointement avec l'éducation nationale pour que cette mise à niveau, cette évolution, cette transition puisse être concrète et assez rapide, sans pour autant gaspiller l'argent public, puisque l'enjeu quand même, c'est que ce soit cohérent. On mène en ce moment même, région académique, les académies, la région Île-de-France, des études par bassin, par district scolaire, donc dans le cadre de notre étude avec l'OREF, qui est l'Observatoire régional emploi et formation, qui va nous aider, et on l'espère d'ici le printemps, à rédiger le futur schéma pluriannuel de la formation professionnelle initiale. Donc là, c'est pour l'instant notre champ de compétences. Donc région et État travaillent conjointement puisque les régions sont en charge du développement économique. Elles ont aussi la compétence en matière d'insertion. Elles travaillent avec les conseillers en orientation au titre du service public régional d'orientation et donc nous, Région Île-de-France, avec l'agence Oriane. Donc ce qu'on voudrait, c'est proposer un continuum, c'est-à-dire je rentre en CAP, peut-être ensuite je fais un bac pro, ensuite un BTS et à chaque fois, je dispose des moyens qui me permettront ensuite de m'insérer au mieux dans la vie professionnelle. Donc c'est un enjeu de planification pour nous. Donc la collectivité régionale utilise l'acronyme PPI, Plan pluriannuel d'investissement, pour essayer d'anticiper ses besoins, de les prévoir et ensuite d'investir dans le bon outil, le bon équipement au bon endroit. Donc il y a un enjeu aussi de créer des écosystèmes. C'est tout l'enjeu d'insérer des lycées dans des CMQ, donc dans des campus des métiers et des qualifications, parce que c'est dans ce genre d'écosystème-là que se rencontrent entreprises du territoire, en tout cas régional, universités, professeurs et collectivités qui Il ne s'agit pas simplement de rationaliser la gestion de l'argent, mais c'est de résoudre des équations dans lesquelles on va intégrer des passerelles entre les formations existantes, les formations qui se dessinent, ce qu'elles pourraient devenir, essayer d'imaginer. Et sur ça, je pense que les transitions énergétiques auxquelles on fait face aujourd'hui et qui poussent tous les indicateurs à bouger, amènent des équations pas faciles, pas simples. Donc on a compris comment... Pour vous donner un ordre d'idée, l'investissement de la région dans les lycées publics, c'est à peu près 900 millions d'euros par an. Sans compter ensuite d'autres formes d'aide. Donc en matière d'équipement pour la voie professionnelle, on est autour de 20 millions par an. Et l'impact et les transitions énergétiques font partie des axes qui sont Elles font partie priorisés. des priorités régionales, des priorités stratégiques dans ce schéma qui sera soumis au vote du Conseil régional sous peu. 3 grandes filières sont jugées stratégiques pour le territoire et la construction et la transition énergétique fait partie de l'une de ces 3 filières stratégiques. Et ça s'entend quand on voit, comme tout à l'heure, que 80% des bâtiments du territoire francilien doivent être rénovés. Comment on fait dans cet état des lieux? On développe, il y a des programmes existants. Tiens, on va passer d'abord à Djamila. Il y a des programmes existants aujourd'hui. On accompagne déjà, on rénove les formations. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui existe déjà dans le cadre des transitions énergétiques? Alors, pour commencer, les choses se sont déjà faites il y a déjà quelques années. On a été dans le cadre déjà de la RT 2012. Aujourd'hui, c'est RT 2020. Oui, parce qu'il y a une réglementation, et ça, je le redis pour tout le monde. Les réglementations thermiques, elles sont déjà anciennes. Et il nous a fallu déjà, il y a quelques années, il y a plus de 10 ans, déjà commencer à réfléchir, à anticiper. Et notamment, on avait avec un accompagnement de l'ADEME qui est... penser à mettre en place des plateformes, notamment Praxibat, qui étaient des plateformes où on travaillait justement sur l'approche par le geste, l'approche par la complémentarité métier. Voilà des questions qui reviennent aujourd'hui sur le plan de la compétence. Et on a mis en place des plateformes justement sur tout ce qui allait être enveloppe du bâtiment, ventilation, éclairage également, et qui permettaient, et ces plateformes ont été cofinancées par l'ADEME et le GRETA, le réseau des GRETA, et elles ont pu être mises en place dans des lycées, donc et mutualisées
avec l'ensemble des apprenants du coup, et on en fait des usages jusqu'à aujourd'hui. Et les problématiques, je dirais, de travail sur les différents corps de métier restent une problématique clé aujourd'hui pour comprendre aussi les problématiques de rénovation énergétique et pour les penser, les anticiper. Ça, c'est un premier aspect. Comment on travaille également avec des entreprises sur des besoins, sur des formations courtes. Les collègues ont pu collecter des besoins et très tôt, avant même que les référentiels ne nous les demandent, parce qu'on est sur des référentiels soit éducation nationale, soit référentiels de titres de plus en plus, depuis plus de 10 ans, les titres du ministère du Travail sont de plus en plus demandés. Et on les a anticipés, par exemple, sur la GTB. On avait avant même, parce que les entreprises nous demandaient des formations courtes sur ces questions-là. Donc, on a pu aussi, au travers d'un fonds qu'on appelle le Fonds académique de mutualisation, penser à des investissements et parfois avec des co-investissements avec les entreprises. Donc par le biais des échanges avec les enseignants, les entreprises, voilà. Les formations ont évolué et évoluent depuis un certain nombre d'années. Ah oui, là je vous parle, tout ce que je vous raconte, c'est il y a plus de 10 ans déjà. On a pu anticiper avant même, voilà, j'ai entendu parler de la GTB, je suis arrivée en cours de table ronde, on avait déjà largement anticipé. Avec ces évolutions dont parlait Jacques Arbeau sur l'utilisation d'outils numériques qui sont petit à petit imposés. On a des didacticiels, par exemple, sur toutes les questions de maintenance. On travaillait avec une entreprise, pour ne pas la citer, Proxiserve, et on a co-investi sur des didacticiels pour essayer de travailler sur les problématiques de panne, etc. Donc, même pour les générations qui ne sont pas les générations de jeunes aujourd'hui, des personnes en reconversion ou des salariés qui avaient 30, 40, 50, on a pu aussi travailler sur ces questions-là. Voilà. Qu'est-ce qui change aujourd'hui avec cette nouvelle compréhension environnementale et quels sont les besoins là, sur lesquels vous êtes interpellés, en tout cas les besoins d'évolution? Il y a déjà les cadres référentiels. Les référentiels, du coup, ont introduit toutes ces questions. Justement, j'ai beaucoup entendu parler tout à l'heure de la gestion de la data. Oui, bien sûr. Là, il y a vraiment, sur ces volets-là, un travail important à faire qui se fait. On est aussi sur les questions, vous avez parlé, monsieur, de modélisation. On travaille sur ces questions-là avec les équipes qui pense justement à de la modélisation, par exemple, puisqu'on ne peut pas avoir tous les équipements sur un site. Donc, penser, par exemple, à la modélisation d'une chaufferie, qui va permettre aussi de réfléchir et de faire réfléchir les apprenants, qu'ils soient lycéens, salariés, demandeurs d'emploi, sur toutes ces questions-là, et éclairer un certain nombre de problématiques de performance justement énergétique à travers ces modèles, ces modélisations, notamment, par exemple. On est sur ces questions-là. On voit il faut s'emparer de nouveaux outils, former aussi les formateurs finalement petit à petit. Alors il y a ceux qui, et je parle assez aisément parce que je suis fils d'enseignant, donc il y a ceux qui vont s'emparer des changements et il y a ceux qui voudront peut-être, qui seront un petit peu plus rétifs. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place aujourd'hui par rapport à ces transitions énergétiques? Je sais que le programme FIBAT est une des réponses en termes de formation initiale. Alors effectivement, nous, on intervient un petit peu en bout de chaîne, puisque au départ émergent les besoins des entreprises en termes d'évolution technique. Donc ces besoins, on va les intégrer dans les référentiels. C'est les programmes de formation pour les diplômes. Et puis, une fois qu'on a intégré toutes ces évolutions techniques qui répondent aux besoins des entreprises, il faut former les enseignants et les formateurs. Donc ça, c'est la partie FIBAT. Donc concrètement, comment forme-t-on aujourd'hui les enseignants et les formateurs? Dans le cadre de la formation continue des enseignants pour ceux qui sont en place, ou dans le cadre de la formation initiale pour les nouveaux enseignants. Pour parler du programme FIBAT, aujourd'hui le programme FIBAT, c'est un plan de formation qui concerne tous les enseignants de toutes les formations du bâtiment, du niveau CAP jusqu'au niveau BTS. C'est, comme je vous disais, le plus vaste plan de formation. Ça concerne environ 12 000 enseignants et formateurs. Et on va former tous ces enseignants et formateurs sur environ 5 ans. Alors ce plan de formation, il a commencé il y a 2 ans. Il est
composé de 5 modules. Il y a les 2 premiers modules qui concernent les enjeux de la transition énergétique et les principes de la rénovation énergétique. Ce sont les 2 premiers modules auxquels ont participé déjà certains enseignants ici et qui sont communs à tous les enseignants, quelle que soit leur spécialité et leur niveau d'études. L'idée, c'est que tout le monde parle le même langage et comprenne les mêmes enjeux. Il faut sensibiliser effectivement aux enjeux et de la transition énergétique, aux principes, comment rénover de façon globale une maison, un bâtiment. Il est important que les enseignants aient une vision globale de la rénovation énergétique, parce qu'aujourd'hui, une des problématiques que l'on rencontre sur les rénovations énergétiques, c'est que chacun travaille dans son coin en silo, et la plupart des artisans aujourd'hui qui interviennent sur un chantier, ils n'ont qu'une vision parcellaire de ce chantier et uniquement la vision de leur métier. Il est indispensable, il est extrêmement utile aujourd'hui que chacun des intervenants d'un chantier de rénovation comprenne ce chantier de façon globale et comprennent les interventions des uns et des autres. On en parlait tout à l'heure, il s'agit d'acculturer finalement tous les corps de métier au même enjeu et que les interventions, même si elles sont séparées, correspondent à une logique commune en fait. Complètement. C'est ça qui a un petit peu évolué avec les transitions énergétiques. Voilà, et puis donc on a 3 autres modules après les enjeux et les principes de la rénovation énergétique. Donc on a un module qui concerne le diagnostic, on en parlait tout à l'heure. C'est le module M2 sur le diagnostic de la rénovation énergétique et puis la conception des programmes de rénovation énergétique. Donc là, ça va atteindre plutôt un public Bac Pro BTS, de formateurs qui vont intervenir en Bac Pro BTS. Et puis on est en train de construire le dernier module sur la réalisation de la rénovation énergétique, qui va concerner plutôt les professeurs et les formateurs qui interviennent en CAP en Bac Pro de façon concrète sur le terrain. Ce que je voudrais dire sur ce programme, c'est que c'est un programme qui est très très innovant au niveau des contenus, au niveau des méthodes et au niveau des supports. Donc non seulement... C'est ce que j'allais vous demander justement, parce que quand effectivement on peut être sur une formation théorique, mais il faut qu'elle puisse être bien perçue par le public visé, c'est-à-dire cette génération dont on parle depuis ce matin. Et je pense que c'est la formation, c'est la formation de demain que l'on donne aujourd'hui aux enseignants. Non seulement on les monte en compétences, mais on les outille de support tout à fait innovants. Par exemple, on va leur donner des supports de réalité virtuelle, des vidéos interactives, des serious games, donc des supports qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser avec les jeunes et qui sont tout à fait intéressants, attractifs et qui donnent un coup de jeune à la formation classique et traditionnelle que l'on trouvait dans notre formation du bâtiment. Donc c'est une véritable révolution en termes pédagogiques qu'est FIBAT aujourd'hui. Ça permet de concrétiser aussi par le biais du virtuel ou du séquençage la réalité du terrain avec beaucoup de tâches qui seront différentes. On voit que les métiers évoluent, ils sont plus complexes et ça permet aussi de répondre à des attentes de ces jeunes qui sont souvent sur les téléphones, qui ont peut-être moins d'attention, un petit peu, et qui ont envie en fait d'être stimulés. Est-ce que ces formations elles sont aussi construites comme ça et j'aimerais entendre Jacques Arbeau sur cette réaction. Jacques, ces évolutions que vous connaissez là, alors, avec ces moi, j'ai outils. pas eu la chance encore de suivre le programme FEBAT, mais je pense que ça ne saurait tarder. Mais j'ai des collègues qui l'ont suivi ou qui le suivent encore. Et effectivement, je crois que c'est justement les outils que vous proposez qui auront l'intérêt, parce que nous, c'est un peu nos spécialités. Donc, je suis pas sûr que sur le fond, on apprenne beaucoup, mais dans les outils, dans la forme, etc., je pense qu'il y a beaucoup de choses à en retirer. Et nos étudiants, de toute façon, ce que je disais tout à l'heure, sont très friands de ces nouvelles approches. C'est-à-dire que le cours en classe entière, où on parlait pendant 2 heures devant une classe d'étudiants, ça ne marche plus, ça c'est fini. Donc on est obligé de toujours proposer quelque chose où l'élève soit actif dans sa formation. D'autant que vous êtes sur une formation qui va se concrétiser très vite. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que normalement, ils sortent avec un métier dans les mains et on essaie justement de concrétiser au maximum en utilisant des outils qui vont manipuler.
On ne va pas faire de blocage dessus, mais je sais que les lunettes de réalité virtuelle, c'est un outil que vous avez Tout à découvert. fait. Alors là, on vient d'étiqueter. Alors, il y a des gens du CMQ qui sont là. C'est un gadget ou c'est Non, je pense que c'est. Alors, on a été équipé. Il faut parler aussi de l'aspect numérique, c'est-à-dire qu'on a besoin quand même d'outils qui soient performants pour utiliser les logiciels qui sont très gourmands actuellement. Donc là, on vient d'être équipé d'un certain nombre de postes, donc merci beaucoup. Et on a été équipé aussi de lunettes de réalité virtuelle. Donc là, on nous propose aussi, il y a un certain nombre d'habilitations que l'on doit faire passer à nos étudiants, habilitation aux travaux électriques, habilitation aux travaux roteurs. Et il existe déjà des outils virtuels qui permettent de travailler avec ces lunettes de réalité virtuelle. Donc je pense que là, que ce soit nos étudiants ou les collègues, on est tous assez partants pour au moins tester ça et voir développer d'autres produits. Ces nouvelles formations, ces nouveaux outils, ils nécessitent aussi des investissements, Amélie Le Floch. Oui, complètement. Mais moi, j'allais rebondir plus sur la question de l'attractivité. Côté région, mais parce que on gère de la donnée, comme les collègues du bâtiment gèrent leurs données GTB. C'est-à-dire qu'on a aussi besoin de savoir si les formations qu'on co-construit avec l'éducation nationale et ensemble, avec les entreprises dans le cadre du CMQ ou grâce à l'étude que l'Observatoire régional là, est en train de mener, trouvent public. Et je pense qu'en fait, là, c'est un travail qu'il faut qu'on mène tous ensemble, que ce soit au niveau de l'orientation, au niveau du corps enseignant, au niveau des entreprises qui soient capables d'accueillir des élèves en alternance ou en stage selon leur statut. Et nous, régions, d'accompagner cette vitrine avec probablement aussi un enjeu de marketing territorial. Enfin, voilà, c'est des enjeux que la région, elle, se pose quotidiennement, puisque finalement, à chaque rentrée scolaire, on reçoit les constats de rentrée, on voit que, bon, voilà, dans certains CAP, on ne remplit pas. MIS, MIT, je pense à cela, sur les installations sanitaires ou thermiques, voilà, on ne trouve pas forcément le public, ou alors c'est des jeunes qui vont décrocher. Donc voilà, on a un enjeu de trouver, donc probablement des référentiels pédagogiques qui permettent de garder toute la durée de l'année scolaire le jeune à bord, et puis de lui faire des propositions ensuite de poursuite d'études qui le mènent vers l'épanouissement, parce qu'en fait, c'est ça qu'on cherche. Évidemment, accompagner les transitions, mais aussi permettre à des jeunes d'avoir des parcours et de la visibilité sur ces parcours. Ça, c'est quelque chose que le campus offre, c'est-à-dire une proposition d'acteurs qui l'accompagneront soit sur le plan pédagogique, soit sur le plan de son entrée dans la vie professionnelle. Ça, c'est un enjeu vraiment important. On essaye de valoriser ces parcours et leur existence via donc l'agence Oriane, mais aussi via des compétitions des métiers, par exemple, qui s'appelle, en tout cas, celle qui est soutenue par la région, la compétition World Skills, avec un certain nombre de métiers du bâtiment qui sont valorisés, des jeunes qui deviennent ensuite des ambassadeurs parce que, bon, voilà, ils obtiennent une médaille. Et notre objectif, c'est vraiment aussi de faire valoir la pertinence et de valoriser ces formations professionnelles. À titre d'exemple, on a organisé la première édition des Franciliennes de la Voie Pro au mois de février sur les métiers du patrimoine, donc la rénovation patrimoniale, avec l'OPCO Constructis, le C3CA BTP, voilà quelques acteurs qui étaient présents tout à l'heure, en partenariat avec Notre-Dame, donc avec l'établissement public Notre-Dame. C'est-à-dire qu'on essaye aussi de donner à voir par voilà, des partenaires un peu exceptionnels, voilà, que sont des métiers d'avenir, c'est des métiers, voilà, la construction et la rénovation, dans lequel voilà, tous les maîtres d'ouvrage publics rechercheront les compétences également de ces jeunes-là. C'est intéressant, ça veut dire que l'impact des transitions énergétiques, il n'est pas uniquement sur le cœur des formations, mais sur déjà s'intéresser, rendre attractives ces formations, les comprendre, les rendre lisibles. C'est des enjeux, on a vu tout à l'heure, les besoins sont considérables, 150 000, ne serait-ce que si on prend le chiffre le plus bas, en termes de besoins d'emploi, c'est considérable, et ça veut dire que c'est des besoins qui vont tout de suite rejaillir sur le bassin économique. Tout à fait. Djamila Kouati, sur ces formations qui évoluent et qu'on développe, le rôle de chacun. Je sais que vous avez identifié toute une série de métiers, de formations sur vos sites. En tout cas, il y a toute une série de... Comment ça évolue, comment on s'empare de ces enjeux liés à la transition énergétique aujourd'hui quand on est un acteur comme vous? Je voulais juste revenir peut-être sur la question des outils de réalité virtuelle. Les outils de réalité virtuelle, oui, ça permet aussi de l'attractivité, effectivement.
effectivement, mais pas que. Hein, ça permet de pédagogiquement travailler sur des questions d'essais erreurs. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont... Nous, les équipes, elles avaient essayé ça il y a quelques années. On s'était fait prêter une manette et là, grâce au CMQ, ça y est, les équipements sont arrivés, dont un cube immersif, et les équipes se forment aujourd'hui. Donc voilà, avec vraiment beaucoup d'entrain. Et elles sont vraiment dans une réflexion, justement, comment on insère ça dans une progression pédagogique. Parce qu'il ne faut pas que ce soit gadget, et il faut vraiment que ça prenne son sens. Voilà, donc c'est un premier aspect. Après, il y a tout un autre aspect. On parlait tout à l'heure des artisans, puisque beaucoup, nous, de nos sortants de formation, qu'ils soient en reconversion, des salariés en reconversion ou des demandeurs d'emploi, beaucoup prévoient à 2 ans, à 3 ans d'ouvrir leur propre entreprise. Et on avait monté avec l'agence locale de l'énergie il y a déjà 7-8 ans. On leur avait demandé, puisqu'ils géraient une plateforme sur notre territoire, une plateforme artisan, et ils en ont extrait des études de cas. Et ils sont venus, on a introduit dans la formation, au-delà du référentiel, justement, des études de cas qui pouvaient être proposées aux installateurs, futurs installateurs, en fin de formation, pour avoir une compréhension de ce que c'est qu'être artisan, les problématiques croisées qu'ils peuvent rencontrer et à qui ils peuvent faire appel, etc. Tous ces éléments-là, et toute une dimension de compréhension, d'analyse, mais aussi tout un volet, effectivement, de communication avec le client, parce qu'on en parle peu. Ça aussi, c'est une compétence essentielle aujourd'hui. Quand on est sur ces métiers, que ce soit ceux de l'installation ou ceux de la maintenance. Je pourrais revenir après sur d'autres métiers, ou alors j'enchaîne. Vous pouvez. J'enchaîne. Je voulais saluer ce lycée. C'est un lycée qui a été un lycée très novateur sur la formation continue pendant des décennies. Et il y a eu des certifications maison. En fait, Maximilien Perret, par GFN puis Greta, qui ont été portés par cet établissement. Et ils ont notamment initié des formations justement sur ce qu'étaient des conseillers à la rénovation. Ils ont même eu des licences sur des questions de performance énergétique en partenariat avec Marne-la-Vallée. On est dans un établissement quand même qui a eu... Alors, on sait que... De manière générale, quand on est un établissement qui œuvre dans le domaine de la formation liée au secteur professionnel, formation professionnelle, on sait qu'il faut être en prise avec la réalité quotidienne du monde du travail, il faut évoluer. Donc ce que vous dites, c'est que... C'était une référence, ce lycée était ici, une référence nationale. C'est un lycée qui a toujours évolué et qui a été aussi une référence. Ça a été, sur ces questions-là, vraiment, on était... Et mais après, ces titres maison en fait, ont été remplacés peu à peu par des titres nationaux, en fait, parce qu'il y a eu des référentiels qui sont arrivés sur le marché du ministère du Travail de très grande qualité et qui commençaient à être bien connus aussi des employeurs. Donc c'était, au fur et à mesure. Et je vous donne une formation sur laquelle avait travaillé une de nos collègues, qui était le chargé d'accompagnement à la rénovation énergétique, qui est en fait, c'est de niveau Bac+2, sur du niveau 5, comme on dit aujourd'hui, avec tout un volet diagnostic énergétique et tout un volet accompagnement du maître d'ouvrage. Alors, il avait été pensé par une collègue, et puis, chemin faisant, il y a eu un appel d'offres France Travail, et France Travail l'a aussi proposé. Donc voilà, on est dans cette dynamique où... Certains voient qu'il y a des référentiels possibles, commencent à y penser, puis du coup, on peut l'élargir grâce à des appels d'offres qui vont nous permettre de le déployer. Parce que la question, c'est du déploiement et de la massification aussi. Est-ce que vous sentez justement que les choses s'accélèrent Là, clairement. Ça, dans ce processus, le processus que je vous explique indique bien qu'à un moment donné, les commanditaires territoriaux ont pensé que c'était nécessaire d'avoir des accompagnateurs qui soient outillés et qui puissent accompagner les maîtres d'ouvrage. Alors, je sais qu'on n'est plus dans le cadre de la formation continue, mais aussi, initiale, mais dans le cadre de la formation continue et des formations professionnelles, l'impact des transitions énergétiques, c'est aussi sur les réinsertions, les changements de carrière. Ah oui, c'est ce que vous êtes en train de dire. Ça, c'est important. Et notamment sur ces formations-là, on va avoir, et là, parce qu'on a un problème d'attractivité et de mixité versus féminin. Donc, c'est une vraie problématique dans nos filières. On a beaucoup de mal. Et sur des formations comme ça, on a 50% de femmes, voire plus.
Donc voilà. Qu'est-ce que ces personnes viennent chercher justement? Le sens que représentent ces métiers? Clairement, l'outil, voilà, le fait qu'il y ait aussi de l'emploi. Voilà, qu'elles puissent être, voilà, elles ont bien compris, il et elle, bien compris que là il y avait fort à faire en termes de diagnostic, d'accompagnement. Là on est sur du savoir-faire et de la compétence, et ça se recrute à bac, avec un peu d'expérience bâtiment si possible, mais voilà, c'est très ouvert. Jean-Philippe Bichot, sur ce qui vient d'être dit et sur voilà, des éléments qu'on n'a pas encore abordés. Alors, l'adaptation du système éducatif à la transition énergétique de façon générale, elle est réelle, concrète. Je vais vous donner un exemple. Avant, un référentiel, on le rénovait tous les 5, 10, 15, 20 ans. Aujourd'hui, tous les référentiels, on les rénove avec les professionnels tous les 4-5 ans. Donc il y a un travail continu de rénovation de référentiels. Alors non seulement on rénove, mais il y a certains métiers et certains référentiels qui vont disparaître et d'autres qui apparaissent. Exemple, ITiste, c'est un nouveau métier. ITiste, c'est les personnes qui vont mettre de l'isolation extérieure, thermique extérieure. Donc voilà, on travaille pour les entreprises, pour former les salariés des entreprises, et à ce titre, on tient compte des besoins de main-d'œuvre et des évolutions techniques des entreprises pour former leurs futurs salariés. C'est notre mission à l'éducation nationale. On disait tout à l'heure 60% des emplois ne sont pas encore créés. Est-ce que non, mais c'est vrai, ça paraît démentiel, et ça veut dire que vous êtes en train d'expliquer que finalement on est déjà capable en termes de l'appareil pédagogique de formation de répondre aux sollicitations. On répond aux sollicitations, on répond aussi, il y a de grands enjeux au niveau de la carte des formations, c'est-à-dire l'adaptation des formations par rapport aux besoins locaux. Avant, chaque établissement était plus ou moins libre de proposer des formations. Il y avait, on faisait pas trop attention au secteur économique local. Aujourd'hui, c'est un impératif. Nous travaillons par rapport aux besoins dans chaque académie des entreprises situées à proximité de chaque établissement. Donc on doit adapter la carte des formations par rapport au tissu économique environnant. Ça, c'est ce dont parlait Amélie travail nouveau tout à l'heure. Que l'on mène avec la région, effectivement, et les rectorats. Et c'est une mission par rapport aux entreprises, par rapport aux jeunes, par rapport à leur insertion professionnelle que l'on doit réaliser de façon très précise. Sur ces nouveaux outils que vous développez, on a envie de savoir comment c'est perçu. Je sais qu'il y a des gens qui les ont déjà testés. Oui. Quel est le premier retour que vous avez de la part des enseignants et éventuellement de ceux qui sont formés? Il y a des outils, effectivement, puis il y a des méthodes pédagogiques, parce qu'aujourd'hui, on enseigne de façon très, très, très traditionnelle dans le bâtiment. Et grâce au programme FIBAT, on essaie également d'introduire dans les classes de nouvelles façons d'enseigner. Bon, vous parliez de projet. Effectivement, le projet, aujourd'hui, il est au cœur de la pédagogie. Mais on essaie aussi de développer le travail à la maison, par exemple. Donc, tous les supports FIBAT, on va les déposer sur une plateforme ELEA, qui s'appelle ELEA, et qui permet aux enseignants de proposer aux élèves qui sont en apprentissage, par exemple, de pouvoir travailler depuis chez eux, depuis leur entreprise, sur leurs cours. Donc, il y a des échanges numériques qui se font entre les enseignants et les apprenants de plus en plus. On peut voir aussi, grâce à ces plateformes, qui sont des plateformes de suivi, où en sont les élèves, comment les accompagner de façon plus individualisée aussi, parce qu'aujourd'hui, on n'enseigne pas de la même façon qu'avant. On essaie d'individualiser les parcours de formation, on n'essaie pas de former tous les élèves sur les mêmes thématiques en même temps. Donc on fait de la broderie pratiquement au niveau pédagogique, avec des suivis de compétences et des adaptations des parcours de formation par rapport aux besoins des élèves, besoins dus à leurs difficultés scolaires ou besoins par rapport à lorsqu'ils sont en apprentissage. Donc on essaie de tenir compte au maximum de leurs acquis, de leurs compétences en entreprise pour pouvoir les compléter aussi au cœur des formations dans les CFA et les lycées. Donc il y a toute cette évolution pédagogique, et puis en termes d'outillage aussi, là on a introduit vraiment une modernité. On est allé vraiment très 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 loin dans notre proposition pédagogique en termes d'outillage
d'outils sur FIBAT. Et à ce titre, on travaille avec des cabinets d'ingénierie pédagogique, on travaille avec des entreprises du numérique qui nous font des outils extraordinaires. Par exemple, sur le cours du diagnostic énergétique, on part d'un cas concret, on fait une visite d'un chantier, il y a des films, des vidéos qui ont été tournées, donc on contextualise et on problématise la séance pédagogique. Et puis après, on peut par exemple utiliser une caméra thermique virtuelle pour aller identifier des ponts thermiques, donc il n'y a plus besoin d'avoir une caméra réelle. Donc on peut proposer aux élèves d'identifier des ponts thermiques sur leur ordinateur. On peut matérialiser aujourd'hui avec les différents outils de nombreux cas qui sont demandés. Après, ce qui est intéressant, et je retiens ce que disait tout à l'heure un petit peu l'idée de Jamila Kouati, c'est finalement les outils changent, mais la volonté pédagogique, c'est la même chose. En fait, on s'adapte aux besoins. Le cœur, c'est ce qu'on va transmettre, la façon dont on va permettre à chacun de réfléchir, d'apprendre son métier. Est-ce qu'on peut juste, pour avancer, se poser la question de quels défis sont à relever là, concrètement, aujourd'hui, selon vous, pour satisfaire aux besoins qui se dessinent? Quels sont des défis à relever ensemble? Quel doit être le rôle de chacun? Il me semble que la question, c'est celle. Je pense que vous avez déjà eu une présentation de l'étude, là, Ribost, aujourd'hui? Oui. Oui, donc, la question, c'est celle de la massification, quand on voit les enjeux. Et donc, voilà. Comment allons-nous ensemble, que ce soit sur l'initial ou le continu, arriver à attirer des femmes, des hommes. Alors selon vous, les défis, les relevés, c'est attirer ça commence par oui. attirer les... Je pense que le savoir-faire, à la fois sur le plan référentiel, les référentiels sont là aujourd'hui, les technologies sont là, c'est aussi ce premier volet. Donc qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Pour les CMQ sont une bonne réponse, je me permets. Ça c'est une première chose, parce qu'on travaille... Je vois Patrick Vemel qui opine du chef. Parce qu'on travaille de manière très différente, et on est sur une réflexion justement des différents niveaux, de la question justement du décloisonnement, de la sécurisation, et puis il y a une effervescence en termes d'innovation, d'équipement. On n'est pas que sur de l'équipement qui est apporté, il y a aussi de l'accompagnement pédagogique qui est proposé. Donc on est là il y a une bonne dynamique qui se fait. Ça c'est un premier volet. Et puis bien sûr là on a aussi les grands commanditaires qui sont aussi à la manœuvre pour proposer aussi pour tous les demandeurs d'emploi ou les personnes qui seraient en projet de reconversion, que ce soit la région Île-de-France ou que ce soit France Travail, sur ces questions-là. Mais donc il va y avoir de gros chantiers de formation. Et puis, juste pour finir, il y a des entreprises qui s'emparent aussi de ces questions, puisque sur la filière énergétique, maintenant, on a de la demande en direct d'entreprises, de grands groupes, qui viennent nous voir pour former en contrat de professionnalisation leurs techniciens de maintenance. La maintenance, il y a une question essentielle au niveau de la maintenance, avec des référentiels connus, le TMCVC pour ne pas le citer, et puis avec aussi des apports qui vont être des apports maison. Et on travaille là pour le coup avec les tuteurs entreprises pour être en complémentarité sur le plan de la compétence et de l'adaptation. Jean-Philippe Bichot, comment on fait pour relever ces défis-là Moi, je vois un défi qui nous concerne tous et qui nous lie tous. C'est la planète. C'est la planète. Et aujourd'hui, 43% de la consommation énergétique totale en France, c'est le bâtiment. 43%. Le secteur du bâtiment, c'est le secteur le plus énergivore, plus que l'agriculture, plus que le transport, plus que l'industrie. Il faut qu'on agisse parce que là, on a fait de grosses bêtises. Là. Donc il faut qu'on inverse la tendance. Parce que ça, c'est des mots que je prononce aussi, mais concrètement, comment on fait pour relever ce défi? Vous m'avez dit, lorsqu'on a préparé ce rendez-vous, emparez-vous des formations, emparez-vous des sujets. C'est ce que vous êtes en train finalement de... Et c'est vrai qu'on a une chance aujourd'hui avec nos futures générations, c'est notre enjeu, notre défi, c'est de bien les former.
pour qu'ils soient de bons professionnels, qui s'emparent des nouvelles technologies. Et pour former nos jeunes, nos apprentis, nos élèves, il faut que l'on forme nos enseignants et nos formateurs. Hein. Donc la formation, pour moi, c'est le défi important, puisque je me suis inscrit dans... Donc il faut que tout le monde s'empare de ça, de ce sujet. On a tous une responsabilité, la région, les enseignants, la formation continue, les entreprises. On doit travailler tous unis et dans le même sens. Et notre défi, c'est la cohésion et c'est d'aller vraiment dans le même sens ensemble. Est-ce que c'est pas finalement ces enjeux que vous évoquez qui viennent bousculer tout ce qu'on savait, qui n'obligent pas, qui vont peut-être pas amener, qui vont finalement amener à revaloriser certaines filières, certaines voies, puisque on réinvente les métiers, on les densifie, ils sont plus techniques, plus complets, on est moins sur des tâches répétitives, on est plus sur du sens, mais y compris dans les gestes du professionnel. Est-ce que ce n'est pas ces défis qui vont créer la revalorisation aussi des filières ? Tout à fait. Hein, tout part de la formation. On est tous des acteurs de formation au service des entreprises. Hein, on a tous un rôle à jouer et il faut qu'on agisse de façon efficace et encore en équipe. Et tout passe par la formation, voilà, initiale, continue, des enseignants, des formateurs, des élèves et des apprentis. Et que chacun s'en empare. Je sais que c'était votre message. Amélie Le Floch, sur ces défis à relever pour demain, comment on fait pour réussir ces plans de formation, ces ambitions, ces besoins comment on fait ? Quel message vous pourriez passer ? Moi, je pense qu'il faut qu'on se connaisse nous-mêmes, qu'on se connaisse dans les réseaux qu'on constitue via les campus, qu'on connaisse le territoire, qu'on connaisse précisément les besoins compétences. C'est vraiment le travail qu'on mène ensemble depuis quelques mois avec l'Observatoire régional emploi-formation. Je le répète, mais parce que il existe, il a réuni des acteurs par bassin et que il nous a semblé que ce diagnostic était essentiel à la définition du futur schéma des formations professionnelles initiales. Donc se connaître, faire envie. Donc comme je disais, pour nous, l'attractivité, l'attractivité de la formation professionnelle en général, précisément de la transition numérique écologique dans le domaine de la construction, évidemment. J'étais totalement d'accord avec le propos sur le sens, c'est-à-dire que je pense que rendre ces métiers attractifs, c'est vraiment à notre portée, c'est-à-dire que on est tous conscients, ou je l'espère, une majorité d'entre nous, que le changement climatique est là, qu'il est indispensable de rénover nos bâtiments. En tant que maître d'ouvrage région, donc avec nos fameux 6,5 millions de mètres carrés de lycées à rénover, voilà, notre enjeu, c'est aussi le confort pédagogique qu'on apporte à l'ensemble des équipes qui enseignent dans nos établissements. Donc voilà, la région recrute également sur des postes d'ingénieurs et de techniciens en génie climatique. Et je profite pour passer une petite annonce. On le disait tout à l'heure, le cordonnier est souvent le plus mal chaussé. Non, voilà. Ce qui est marrant, alors c'est une question que je vous ai déjà posée et après je terminerai avec Jacques Arbeau, mais sur la revalorisation et la valorisation des filiales et des filières, des formations. Est-ce qu'il ne faut pas s'intéresser aussi à passer le message à l'environnement familial, d'où mon lapsus, la valorisation, vous en faites beaucoup, les professionnels en font beaucoup, les campus en font beaucoup. Est-ce que les décideurs dans les familles, dans les cercles proches, laissent aussi les jeunes s'orienter ? Est-ce que c'est pas vers eux qu'il faut valoriser ces filières ? Je pense qu'on est tous d'accord que le pair à pair, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Alors le pair à pair, je pense, entre jeunes du même âge, mais également par la création d'un réseau d'ambassadeurs métiers. Donc ça passe évidemment par le cercle familial, le cercle scolaire, le cercle sportif, enfin voilà, dans tous les domaines en fait de la vie sociale. Ce sujet de toute façon du changement climatique nous touche. Je sais pas moi, tempête, on peut pas jouer au foot. Enfin en fait des contextes dans lesquels on se pose la question de la transition, il y en a moult. La question après, c'est de faire passer le message correctement, clairement, et surtout de donner à voir, c'est-à-dire que l'offre de formation soit lisible. Lisible par les formés, mais aussi par l'environnement des formés aussi. Par leur famille. Le nombre d'acronymes qu'on utilise, alors que ce soit dans le domaine de la construction ou dans le domaine de la formation, et enfin, moi, je trouve que ça rend l'environnement de formation très peu lisible. Donc on a un enjeu de clarté, de simplification, aussi. Jacques Arbeau,
le mot de la fin pour vous. Non mais comment voilà, vous imaginez qu'on va relever, en plus vous avez ce parcours d'enseignant depuis de nombreuses années, comment on va relever ces défis qui s'imposent et ces besoins et ces plans de formation qui arrivent? Comment on va réussir à satisfaire? Eh bien, je crois qu'il faut être un peu dans l'air du temps, c'est-à-dire s'adapter aussi à ces nouvelles générations d'étudiants qui arrivent, qui n'attendent pas les mêmes choses qu'autrefois. Et donc, il faut rendre les métiers un peu attractifs, justement. Alors, nous, je disais tout à l'heure, cette utilisation des outils numériques, ça a été vraiment une chance pour nous. Ça leur a permis, même à eux, de découvrir des nouveaux métiers. Moi, j'ai pas mal de mes étudiants qui disent « Moi, je veux devenir ingénieur BIM ». C'est pas l'endroit ici pour devenir ingénieur BIM a priori, mais en tout cas, ça leur a donné cette envie-là. Le goût, en fait, d'essayer de les accrocher. C'est vrai qu'autrefois, on avait beaucoup ce qu'on appelait, nous, les fils d'archevêques, c'est-à-dire que des enfants d'entrepreneurs, d'artisans, qui venaient un petit peu à Maximilien Perret parce qu'il y avait la fibre familiale ou une entreprise à reprendre. Et là, maintenant, on essaie de jouer un peu sur effectivement cette problématique de l'environnement auquel ils sont sensibles, de toute façon. Donc, il faut être un peu dans l'air du temps. Merci à tous. On a été un tout petit peu plus long que prévu. Pas sur ce débat, mais sur l'après-midi. Merci beaucoup pour ces mots. Je vous laisse regagner vos places.